c'est Merlin de l'audio, celui-là. Exactement. Moi, je sais pas faire ça, je sais pas comment ça marche. Je sais qu'il y a des boutons, des C'est- câbles. Et, C'est une boîte noire, en fait. Du c'est- coup, c'est par exactement principe, on ne doit pas comprendre. C'est Exactement. très simple. C'est très C'est vraiment très simple. Ouais, voilà. C'est fait La pour les fluorose nuls. aussi. Un micro ici, un câble qui va jusque là, et le Mais truc il y a- qui rentre là, je Il y a du l'enregistre. son sur 1000 câbles, en fait. Il y a du son sur 3 câbles. En fait, c'est juste que mes câbles font 3 mètres. Ah, Non, mais c'est parce que ton câble management, il est nul à chier aussi. Mon câble management est nul à chier parce que mes câbles font 3 mètres pour une C'est- table de 1 mètre. c'est des câbles ambitieux. Très bien. On y Bon, va. bah, Laura, quand tu veux. Non. Toujours. Toujours pas. Ça Toujours fait pas. quelques épisodes que je Ouais, fais mais- toujours la même chose. Oh non. Non, non. Nope. Nope. Hop là. Allez, on va y aller. Attendez. Et bonsoir Laura. Et bonsoir Robin. Et comment ça va? Bah ça va très bien et toi. Moi, ça va, ça va. On se retrouve pour un nouvel épisode de... Taisez-vous. Bah, c'est super ça. On va passer un petit moment ensemble en compagnie de Elisa. Bah, bonjour, bonsoir, Salut, ça va bonne journée. Je sais pas. On Non te- mais il dit tout le temps Bon- bonsoir, mais c'est parce Bonsoir, que... oui. Mais en fait, c'est parce qu'il suppute que les gens l'écoutent le soir, mais en fait, il en Ouais. sait Parce rien. qu'on publie à 18h, je te rappelle. Oui, mais alors... Oui, mais on peut écouter la journée. Et vous aussi. pouvez l'écouter quand c'est vous ça. voulez, mais de base, comme je sais pas quand vous l'écoutez et qu'en vrai, ça me saoule de devoir dire bonjour ou bonsoir ou machin ou bidule. Bonsoir. Voilà. Bonsoir. Du coup, je C'est dirais plus poli. bonjour. Mais dis bonjour, Voilà, tu fais ce comme que ça, il y a un équilibre. Et voilà, bah, écoute comme tu veux. Tu viens nous voir pour une thèse en anthropologie biologique, Oui, c'est ça. voilà, et qui s'appelle Orio, la fluorose endémique dans l'ère vésuvienne, Cumes et Pompéi, un cas d'école pour l'écotoxicologie historique. Oui, c'est exactement ça. Bah, ça modifie un peu en cours des routes. C'est pas dans l'ère vésuvien parce qu'en fait, c'est dans l'arc volcanique campanien. C'est une zone volcanique qui inclut le Vésuve, mais aussi les champs féligrins qui se trouvent au nord de Naples. Du coup, Ok. c'est Ok. un peu plus large comme zone géographique, mais voilà, c'est plus ou moins ça. C'est juste un peu plus grand que... Oui, ça, Ouais. en fait, le titre, ça précisait mieux ce que je fais, en fait, parce que de base, c'était ça. Du coup, c'est la fluorose endémique dans l'arc volcanique campanien, à partir de toutes les collections de Cumes et Pompéi, et comme un cas d'école pour l'écotoxicologie historique, du coup, plein de concepts différents. Vous voulez commencer par où? Ah, moi, je veux commencer par définir anthropologie biologique. Exactement. Alors, l'anthropologie biologique, c'est une discipline où on étudie l'homme. L'homme, c'est homme et femme, en fait, dans l'espèce humaine. Et il y a une partie évolution, du coup, l'évolution des Homo sapiens et ses ancêtres. Et aussi, il y a la partie de l'étude de l'Homo sapiens actuel, c'est sa croissance, ses maladies et ses interactions avec l'environnement, la société. Du coup, ça a un champ extrêmement large. Il y a plusieurs spécialités, disciplines qui sortent de cette énorme discipline. Et moi, je suis plutôt archéo-anthropologue, c'est-à-dire, moi, je travaille dans des périodes récentes, du coup, de l'archéologie. Et j'étudie les restes humains avec différents objectifs. Dans le cadre de ma thèse, c'est pour comprendre la relation entre les sociétés passées et son environnement. C'est un peu en lien avec du coup, ce qu'on a parlé dans l'épisode d'avant, donc, qu'on avait défini du coup les anthropothanatologues. Exactement. Voilà. C'est pareil, sauf que moi, je me centre pas sur les pratiques funéraires, mais plutôt sur l'étude de l'être humain, ses pathologies et différents signes que je peux observer dans les squelettes pour comprendre la société en général. Et alors pourquoi avoir choisi un territoire comme les pourtours du Vésuve? C'est une passion pour l'Italie où il y a vraiment quelque chose de spécifique là-bas? C'est spécifique, oui, parce que en fait, la fluorose, donc la pathologie que j'étudie, l'intoxication que j'étudie, elle va être présente surtout dans les zones volcaniques.
Du coup, c'est pour ça l'intérêt de cette énorme zone volcanique entre le Vésuve et les champs féligrins, on connaît à l'heure actuelle dans les sociétés du présent que les zones volcaniques vont être zones où la fluorose va être une intoxication endémique. Du coup, on s'est posé la question de comment est-ce que ça pouvait être dans le passé, surtout parce qu'il y avait quelques indices déjà présents dans les collections d'écume, en fait, au nord de Naples. Il y avait déjà quelques indices de la présence de cette pathologie et du coup, mes directeurs de recherche ont déjà trouvé cette idée géniale d'essayer de voir comment on pouvait l'identifier et qu'est-ce qu'on pouvait faire, qu'est-ce qu'on pourrait sortir de la relation de cette société avec leur environnement. Et il y a beaucoup de choses, par exemple l'arrivée des aqueducs, parce que en fait, c'est une intoxication qui va être liée à la consommation de l'eau, des eaux de boisson. Et normalement, dans les zones volcaniques, ça va être des eaux de nappes phréatiques. Et c'est plus ou moins l'intérêt de cette thèse, en fait, de voir comment est-ce qu'elle pouvait être intoxiquée par le fluor, si on trouve des signes pathologiques et dans les os. Donc, je fais des observations anthropologiques sur les restes humains. Et je fais des dosages de fluor à partir des méthodes physico-chimiques pour démontrer s'il y a une surcharge de fluor, parce que cette pathologie aussi a des signes caractéristiques, mais pas uniques à cette pathologie. Il y a plein d'autres qui vont avoir de mêmes caractéristiques, des traces dans l'os. Du coup, on ne peut pas être certain juste avec l'observation des restes humains. On a besoin de passer par des méthodes plus fines, genre des physico-chimiques, des sciences dures. Et voilà, on voulait voir s'il y avait des signes, comment les retrouver, comment mesurer le fluor, et aussi voir pourquoi. Et en comparant du ville antique, pour voir si il y avait des différences intersites, intrasites aussi, et si on pouvait voir des différences aussi au cours des temps. Moi, je travaille sur l'époque romaine, entre les 12e avant et les premières après. Donc, au moment de l'éruption, ça s'arrête mes observations sur les populations de Pompéi. Et quoi d'autre dire et du coup, il y a quelque chose aussi intéressant à cette période, c'est l'arrivée de l'aqueduc romain dans les villes de Naples, l'Acquagusta. Et du coup, on va voir si l'arrivée de cet aqueduc va changer les modes de consommation d'eau. Parce que cet aqueduc va venir d'une autre zone qui n'est pas volcanique. Du coup, a priori, il ne sera pas chargé en fluor. Du coup, on essaie de voir s'il y a une différence au cours du temps, s'il y a une différence entre les différents sites. Et aussi, c'est une zone volcanique, mais c'est différents volcans. Du coup, a priori, différentes façons de surcharger l'eau en fluor. Ok. Et donc, si j'ai bien compris, la fluorose, c'est une intoxication au fluor. C'est quand il y a trop de fluor qui est consommé par l'individu. Ça se manifeste comment ? Ça ressemble à quoi, cette intoxication ? Bon, la fluorose, la première observation de la fluorose qu'on va voir, c'est sur les dents. Ça va être des taches un peu brunâtres, des colorations un peu marron, en fait, sur les dents. Marron, pardon, excuse-moi. C'est comme le tabac, mais marron. Ouais. C'est marron, mais comment ça, marron ? Et ça va changer un peu la surface des dents, mais ça, c'est quelque chose de cosmétique. Et ça va être le premier signe de cette intoxication, mais à long terme, ce que va faire la fluorose, en fait, il y a un changement, une modification des molécules, en fait. Les molécules, la composition chimique de l'os va changer. Il va y avoir un échange entre l'hydroxyle et le fluor, parce que le fluor est toujours naturellement se trouve dans sa forme d'ion négatif. Du coup, il est prêt à s'attacher à tout et n'importe quoi. Et ça va s'attacher la composition, va changer la composition de l'os. Et du coup, va faire chimiquement, il y a cet échange. Et en plus, il va avoir une surproduction de l'os. En fait, il va produire beaucoup plus d'os. Et du coup, ce qu'on observe dans l'os, c'est des os beaucoup plus lourdes. Ah, ça densifie. Ça densifie, mais en même temps, il y a un changement de l'architecture osseuse. Du coup, ce sont des os beaucoup plus faibles, en fait, sont fragiles à avoir des fractures, en fait. Du coup, il y a une surproduction, mais c'est pas pour autant que c'est plus fort. Vous voyez un peu ? Mais ça crée des sortes de difformités ?
Ouais, de malformation un peu, non? Ça va créer des surproductions de l'os et Ouais. du coup des ossifications des Ah, ligaments et des tendons que Ah, normalement on ne oui. devrait pas avoir des os en fait. Du coup, Parce qu'il y a des tissus qui se ressemblent. Et en Ouais. fait, c'est... ouais, du C'est- coup, ce que je vais observer concrètement, c'est des zones d'articulation, genre l'articulation des épaules, des hanches et de la colonne vertébrale. Et là, il va y avoir des ossifications qui ne sont pas anormales en fait. Et du coup, il n'y aura plus de mobilité. Tu perds complètement Oui. la mobilité des membres C'est parce ça, qu'il n'y a ouais. plus de cartilage Oui, entre les à long deux, terme, etc. ça peut agir exactement sur la mobilité, des handicaps lourds en fait. Mais comme c'est quelque chose que ça agit à long terme, c'est souvent confondu aux gens mal diagnostiqué parce qu'il y a des maladies propres au vieillissement qui Oui. peuvent se ressembler. Bah, l'arthrose, Et du coup, typiquement. ouais, l'arthrose, etc. Et du Ok. coup, dans plusieurs villes où la fluorose existe à l'heure actuelle, je crois qu'il y a un mauvais diagnostic en fait parce qu'il y a beaucoup de cas de fractures et des pathologies de vieillissement. Et peut-être c'est des fluoroses qui ont été mal diagnostiquées. Ok. C'est une hypothèse. Du coup, en gros, la fluorose, au lieu de créer des nouveaux os, elle va plutôt transformer certaines parties du corps comme des os. Oui, bah ossifier Voilà. des ligaments, des sondes des... Voilà, donc comme les les ligaments, ligaments, des les- muscles aussi peut-être, des petits muscles. Pardon. Non. Surtout les ligaments et tendons, Ok. pas le muscle. Ouais. Parce qu'en fait, les ligaments et tendons, c'est des cellules qui peuvent se Ça se ressembler. rapproche, Ouais, ouais, ça parce se que- rapproche en fait. Ouais. Ok. Et en fait, c'est à ces endroits-là, du coup, que ça devient cassant. Oui, c'est à ces endroits-là Ça que ça devient plus fragile. Alors, la complexité de ma thèse, Let's go. c'est que je travaille sur les crémations. C'est-à-dire, je n'ai jamais des squelettes en entière. Ce sont Ah, tu as que êtres- des cendres. Pas des cendres, parce que dans les crémations dans l'Antiquité, Des bouts de morceaux. c'est plutôt des morceaux, Ouais, ok. des tailles considérables. C'est D'accord. pas tout petit. Il y a des tout petites, il y a des miettes, mais aussi il y a des bouts d'os, une taille Ouais, c'est pas considérable. ça complètement. Mais ils sont, à cause des feux, en fait, des bûchers de la crémation, ils sont déformés Mm. et fragmentés. Il y a plein de choses. Des processus qui sont en des plus. processus qui ont modifié ces squelettes et du coup ça ajoute en difficulté et bah, c'est un challenge en fait parce Ouais, que ça Mais- sera trop simple sinon. Comment tu peux savoir du coup si c'est le feu qui a déformé les os ou est-ce que c'est par exemple une maladie ou quelque chose d'autre qui a pu le faire? Parce que les articulations, en gros en fait la surface d'une articulation, même déformée, tu vas avoir pas de croissance. Ok. Je sais pas comment l'expliquer sans image, mais en fait une articulation va avoir des bords définis. Ouais. Une fois que les bords ne sont pas définis, il y a aussi une forme différente d'un os en croissance. En fait, ça va être plus poreux, il y avoir des différentes caractéristiques. Et du coup, même si c'est fragmenté, je peux le voir. Mais j'ai besoin que plus ou moins l'articulation soit à 50% pour être sûr que c'est pas une autre chose, que c'est pas... Voilà, pour être plus ou moins sûr, en fait. Du coup, dans le protocole que j'ai produit, établi pour ma thèse, j'ai besoin qu'un 50 de l'articulation soit présente, soit en différents fragments, en fait, et que je puisse reconstituer une moitié de l'articulation pour dire bah, c'est présente ou absente cette croissance anormale. Et ensuite, j'ai choisi dans les squelettes 12 zones anatomiques dans différentes articulations pour voir ça et essayer de comprendre malgré l'état fragmentaire de mon corpus de thèse. Voilà. Les petites miettes que tu récupères dans les- Ouais, voilà. Et c'est des. Donc, si tu parles de corps qui ont été brûlés, donc de crémation, c'est uniquement lié à des éruptions ou c'était des rites funéraires? Non, Ou c'est les deux? non, c'est les rites funéraires. Je ne touche pas à des individus qui ont décédé lors de l'éruption de Vésuve en 1979. C'est des individus qui ont décédé, qui ont participé à des rituels funéraires typiques de l'époque de l'Antiquité. Du coup, c'est de bûcher avec une crémation qui va être posée dans une urne funéraire fermée et mise sous la terre. Et du coup, ça, c'est aussi très intéressant pour mon étude parce qu'ils sont dans un espace fermé et hermétique. Du coup, il n'y a pas eu d'échange. Il n'y a pas eu d'échange parce que les nappes phréatiques, actuellement en Naples, bon, dans les deux sites que j'étudie, remontent et redescendent au cours de l'année. Du coup, cet espace hermétique où les os ont été posés, ça me permet aussi d'être sûr que le fluor que je vais mesurer ensuite, ce n'est pas un échange postérieur
à la déposition. C'est pas quelque chose post-dépositionnel. Ok. Et dans la période que tu étudies, il y a eu enfin, c'est parce qu'il y a les volcans qui sont à côté et qui du coup contaminent les nappes phréatiques qu'il y a autant de fluor, ou c'est parce qu'il y a eu des événements géologiques particuliers, des éruptions ou des choses qui fait que ça a été contaminé à une période, et toi tu peux regarder par exemple avant-après ou... Non, c'est l'existence des volcans qui va surcharger, va vers un échange de fluor en fait en permanence. Ok. L'éruption va probablement ajouter des fluors parce qu'il va y avoir un nouveau source qui va enrichir, voilà. Et parce que on voit qu'il y a des cendres, il y a des éruptions, des diffusions dans l'air, ça va charger l'air en fait, qui potentiellement va charger la pluie, et ça aussi, ça va être un autre moyen. Ouais. Mais en fait, je pense que c'est une hypothèse. En fait, il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas sur cet échange de fluor. Mais je pense que c'est négligeable en termes de quantité et à long terme, en fait, parce que le réseau volcanique, il est là, les volcans sont actifs encore aujourd'hui. Mm-hmm. Les deux, les Vésuve, aussi les Champélégrins, que c'est un méga volcan. Il y a plusieurs volcans de différentes tailles actifs. Et on a choisi cette période aussi parce que il fallait choisir. Parce que le site de Cumes, en fait, c'est mon échantillon principal, et où un chercheur très connu en archéothanatologie qui s'appelle Henri Dudet, il a étudié ces crémations, et c'est lui qui a trouvé les premiers indices des crémations hyper lourdes. En fait, une crémation ancienne de l'Antiquité pour un individu unique va faire entre 2000, moins de 3 kilos en fait. Et lui, il a trouvé des crémations individuelles. Il est sûr que c'est un seul individu qui pèse plus de 3000 grammes. Du coup, plus de 3 kilos, il a dit, en fait, c'est un peu bizarre ça. Pourquoi c'est extrêmement lourd? Il a révisé, il a fait l'analyse, il a dit, en fait, il y a quelque chose de pathologique qui agit sur ces doses. Et il a émis pour la première fois cette hypothèse de la présence de fluorose à ces sites de Cumes, en fait. Et du coup, il travaille aussi dans le site de Pompéi, que c'est pas très loin. En fait, Cumes se trouve au nord de Naples, Pompéi est au sud de Naples. Et là, par contre, il n'a pas retrouvé des indices des crémations extrêmement lourdes, des sources qui sont lourdes. Et il s'est posé la question pourquoi il y aurait une différence si c'est quand même des sons volcaniques. Du coup, c'est un peu la genèse de mon sujet de thèse. Ok, donc là, tu t'attends à retrouver un peu la même chose. Il y a sûrement des zones géographiques où il y a plus d'échanges et c'est plus proche des volcans et il y a plus de contamination, donc tu t'attends à avoir plus d'eau lourde et plus d'articulations déformées, etc. Oui, je pense que ces deux volcans, déjà, c'est certain que dans le site de Cumes, mon corpus démontre qu'il y a plus de cas de fluorose, où j'ai des suspicions fortes de fluorose, on va dire. Et à Pompéi, on a moins. Il y a quelques cas, mais c'est vraiment anecdotique. Et en fait, on a des informations aussi de l'estelle funéraire. Du coup, il y a un individu qui a très probablement la fluorose, mais on sait qu'il ne vient pas de Pompéi. C'était un général qui a vécu dans une autre zone. Du coup, il y a des situations qui sortent un peu des cadres des gens qui ont vécu là. Mais je pense, pour l'instant, les résultats démontrent qu'effectivement, à Cumes, il y a plus de cas de fluorose qu'à Pompéi. Et je pense que c'est lié à une activité volcanique différente, en fait. Au Champélégrins, où se trouve le site de Cumes, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est un méga volcan. Il y a plusieurs volcans, il y a différentes activités volcaniques et géologiques. Que je pense que c'est pour ça qu'on a plus de cas de fluorose dans ces sites-là. Il y a une longue histoire. En plus, c'était la première colonie grecque la Grande Grèce, en fait. Et du coup, il y a une longue histoire. Et j'aimerais savoir qu'est-ce que ça passe aussi avant, dès la période que j'étudie. Mais pour la thèse, on se focus sur quelque chose. Et puis, je suppose peut-être aussi que si tu dis qu'il y avait une population grecque qui s'était installée aussi, peut-être qu'il y a une question aussi, je sais pas comment dire exactement, mais que les Romains étaient plus parés à cette maladie et que peut-être que les Grecs l'ont plus subi ou quelque chose comme ça. Non, pas forcément, parce qu'il n'y a pas une modification non, il n'y a pas une modification des populations en vrai. C'est les mêmes, la population locale qui a été assimilée par les Romains en fait, mais il n'y a pas en fait les gens qui sont arrivés, ils ont vécu là pendant toute l'histoire des Cumes en fait. Bon,
pas toutes parce qu'ils sont décédés au cours du temps, mais en fait, il n'y a pas un remplacement des populations, c'est ça que je veux dire. Oui. Et non, il n'a pas un facteur génétique pour cette pathologie, en fait. Ça ne repose pas sur ça, en fait. C'est juste une réaction chimique à l'eau qu'on voit et qu'on connaît aussi aujourd'hui, parce que, je ne sais pas, votre dentifrice, j'espère que vous le savez, mais il est fluoré, parce qu'il y a des avantages, en fait. Le fluor est nécessaire pour la formation de l'os. Ok. Mais on a besoin d'un équilibre très délicat. Très peu, ça va faire des choses un peu fragiles, et dans les dents, on va avoir plus propension à avoir des caries. Mais trop élevé, c'est trop élevé. Du coup, on a besoin de cet élément, on a besoin d'un équilibre très très fragile, et quand on dépasse un certain seuil, ça peut commencer à avoir l'intoxication, mais pour arriver à avoir des traces sur l'os, on a besoin que ça soit à long terme, en fait. On a besoin que les gens ont consommé de l'eau polluée. Pendant des années. Surchargée pendant des années pour commencer à voir les traces de la maladie dans l'os. Parce que y a en médecine actuelle, on connaît des différents symptômes à cause de cette maladie dans l'appareil digestif, etc. Du coup, il y a des choses dans les organes. Il y a des signes avant d'arriver dans l'os. Mais moi, j'étudie les os parce qu'il n'y a pas... Parce que tu n'as plus les intestins. Déjà pas les intestins. déjà les os, je n'ai pas un complet. Voilà. La question que je me pose, mais alors c'est peut-être moi qui ai une fausse définition, tu parles du coup de la fluorose endémique. Oui. Parce que du coup, ça a contaminé toute une certaine région. Mais pour moi, l'endémie, ça implique qu'il y ait un transfert d'humain à humain. C'est ça, ou en fait, non, endémique, c'est juste que ça se répand très vite? Endémique, ça veut dire vraiment que c'est propre à l'endroit, en fait. Okay. Du coup, c'est endémique parce que la zone en soi, l'endroit, il va avoir les conditions pour qu'une certaine maladie puisse être présente. Donc, c'est pour ça qu'on connaît que les zones volcaniques sont normalement le siège d'une fluorose endémique, parce que c'est beaucoup là-bas qu'on a retrouvé ça. C'est volcanique, on sait qu'il y a un transfert de fluor du magma à des sols calcaires, souvent, qui sont en contact avec l'eau. Et du coup, l'eau, en contact avec des calcaires, ça produit des échanges beaucoup plus facilement. Et voilà. Ok. Voilà, c'est ça l'endémisme. Si je viens de définir, à vérifier. Mister Google, on verra après. Sinon, c'était un quiz pour tout le monde qui va écouter et nous dire, non, en fait, c'était pas ça. Et aujourd'hui, est-ce qu'on fait, justement, tu parlais des aqueducs qui sont arrivés à cette période-là, avec du coup des apports d'eau qui venaient d'autres régions. Est-ce qu'aujourd'hui, on fait hyper attention justement à ces zones, parce qu'il y a plein de populations qui vivent autour de volcans actifs, ou même de volcans pas actifs, mais juste à côté des volcans. Je pense aux îles de la Réunion. Effectivement, en Italie, il y en a plein. Il y en a... En effet, la fluorose, c'est quelque chose qui était un peu ignoré pendant beaucoup de temps. Parce que ça fait depuis les années 50 qu'on connaît les bienfaits, en fait, pour la prévention des caries. Okay. Du coup, depuis les années 50, il y a beaucoup de pays qui ont fluoré l'eau de consommation générale pour prévenir les caries, en fait, parce que c'était un problème de santé mondiale. Et du coup, pour agir sur ce problème de santé, ils ont produit des eaux chargées en fluor pour aider. Après, à partir des années 70 ou 80, si je ne me trompe pas, il y a les dentifrices qui sont fluorés. Mais du coup, dans les régions où c'était déjà trop fluoré. C'est ça, en fait. Dans les régions c'est pour ça que l'Organisation mondiale de la santé, à partir des années 90, ils disent, OK, on sait que ça fait bien, mais qu'on n'en a pas. Mais on a des zones où on en a beaucoup et ça fait des intoxications. Et du coup, c'est à partir de ces moments, à partir des années 90, qu'on a un peu arrêté, pas dans tout le monde, mais on fait plus attention dans des zones où la fluorose est endémique, en fait. En Inde, en Algérie, si je ne me trompe pas, et dans beaucoup d'autres zones où cette intoxication elle est forte, en fait, on le voit dans les enfants, surtout dans les dents, en fait. Et oui, en fait, et c'est à cette époque-là, parce qu'avant, dans les années 80, si vous demandez à vos cousins plus âgés ou vos parents, il y avait
par défaut, par pratique des préventions de santé, il y avait des apports de fluor pour les enfants, en fait, pour la formation des dents. Du coup, on donnait en plus. Et ça s'est un peu arrêté parce qu'on s'est rendu compte que c'était pas non plus hyper bien pour tout le monde et que ça dépendait de l'endroit, de l'eau, de la qualité de l'eau et de beaucoup de facteurs. Mais jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours un peu pas bien étudié, un peu ignoré en fait, parce que précisément, comme je disais, ça se voit d'abord sur les dents. Du coup, ça devient quelque chose de plus esthétique qu'une maladie, Oui. une vraie maladie. On agit sur la partie esthétique dans les pays où c'est possible, et dans des pays où c'est pas possible, on a des enfants avec des dents avec des traces de fluorose. Ok. Ouais. Et typiquement en Italie maintenant, est-ce qu'ils ont des contrôles? Je suppose nous on contrôle bien énormément l'eau qui est consommée, elle est tout le temps filtrée, contrôlée. Est-ce qu'il y a, elle est un peu filtrée. Non, mais disons qu'ils font attention à peu près à ce qu'il y a dedans. Ouais. Quoi. Ils font des tests et des échantillonnages par région pour savoir à peu près qu'est-ce qu'il y a dans le. Est-ce qu'ils font ça de façon spécifique pour justement chercher du fluor ou est-ce que Après, à Naples, il y a beaucoup des autres agents de pollution dans l'eau et que ça se connaît en fait parce qu'il y a beaucoup de pollution industrielle. Et du coup, oui, à l'heure actuelle, on sait que l'eau de Naples, de robinet, il ne faut pas l'avoir en fait. C'est mieux de l'éviter parce qu'il y a plein de pollutions, même s'ils ils font le mieux pour diminuer les pollutions, etc. Mais vu l'importance des choses, en fait, la pollution industrielle a pris plus d'importance sur les fluors, en fait, et c'est plus dangereux parce qu'il y a des traces des métaux lourds, etc. Du coup, en termes de dangerosité, ils disent le fluor, ça va, en fait. Ouais. Mais il y a des tests qui sont faits sur les nappes phréatiques à Pompéi et à Cumes aussi. Et on sait que l'eau est fluorée, en fait. Et on sait qu'elle est surchargée en fluor. Mais est-ce qu'il y a des solutions adaptées au grand public faciles pour éventuellement, comme on disait à Naples, tu vois, genre si les arrivées d'eau sont pas assez saines, est-ce que eux ils ont des moyens d'installer comme nous on peut avoir des fois pour virer des minéraux, des choses comme ça? Oui, il y a des moyens aussi pour défluorer les eaux. Il y a ça. Après, ça fera partie un peu de mes réflexions pour la discussion de ma thèse, certes, mais je me suis pas penchée sur cette littérature de qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui pour contrôler ça. Mais il y a des moyens de diminuer les fluors dans l'eau, en fait. Il y a ça, et ça s'utilise beaucoup en Inde, parce qu'en Inde, c'est un vrai problème. Mais c'est des moyens, des fois très chers aussi, pour des pays qui sont en voie de développement. Du coup, voilà. Pour ta thèse, tous les échantillons sur lesquels tu travailles, tu es allé toi-même sur le terrain ou tu te les fais importer jusqu'à Bordeaux? Comment ça se passe? Pour ma thèse, c'est un financement de l'École française de Rome. Du coup, dans mon contrat, c'est établi que je passe un tiers du temps de ma thèse en Italie. Du coup, je profite pour... voilà. Je suis à Rome en plus, putain. Ouais. À Rome et à Naples. À Rome, à la bibliothèque. Je ne vais pas prendre l'apéritif. Non, pas du tout. Hein. Je vais juste à la bibliothèque. Oui, on y croit. Voilà. La journée. Le gelato. Non, je vais à la bibliothèque. Et à Naples, je ne mange pas de pizza non plus. Je vais au terrain, soit à étudier mes collections à Pompéi ou à Cumes. À Cumes, j'ai eu l'opportunité de fouiller aussi. Du coup, c'était chouette. Ah, trop chouette. Ouais. Même si mes collections, en fait, pour le développement de la thèse, j'avais besoin des choses qui étaient déjà identifiées, déjà un peu étudiées avant moi. Du coup, les sépultures à crémation que j'ai fouillées moi-même ne font pas partie du corpus de ma thèse. Mais en tant qu'archéologue, franchement, c'était cool de fouiller là. Ah, tu m'étonnes. Du coup, j'ai fait la grosse partie de l'étude de mon corpus in situ dans les sites archéologiques et quelques parties des analyses chimiques que je fais, je les fais en France et en Hongrie pour caler ma méthode. En Hongrie? Oui. Tu fais une thèse dans combien de pays? Oui, c'est une thèse très complexe. Et en combien de langues aussi parce que... oui. En anglais, du coup. Non, je vais... Quand tu vas en Hongrie... Oui, quand je vais en Hongrie, on communique en anglais, en effet, oui. Mais oui, en fait,
pour la partie dosage et détection des fluors, en fait, le fluor, c'est un élément... Je ne sais pas si vous êtes calé en chimie ou pas. Pas du tout. Pas du tout. Moi, j'ai des restes, mais il va falloir Ça partir fait du principe que les gens n'écoutent pas, que ne savent pas. Ok. Ça fait partie du groupe des halogènes. C'est une petite colonne à droite du tableau périodique. C'est juste avant les gaz nobles. Ouais, peut-être. Je connais juste les halogènes. C'est la Chacun sa dernière colonne. Chacun sa colonne. La dernière colonne, c'est les gaz. Pour moi, c'était les gaz rares. Et du coup, pour moi, ça doit être juste après. Oui, à droite. Voilà. Mais le truc, c'est que les halogènes, ils sont très réactifs, en fait. Du coup, ils sont souvent comme les fluors. Ils vont se présenter dans la nature dans sa forme ionique, donc avec la charge négative, qui les rend propices à réagir. À réagir. Et c'est des éléments avec un numéro atomique faible, des fois. Du coup, les méthodes de détection en chimie, normalement, les éléments sont plus faciles à détecter en tant que les numéros atomiques soient plus élevés. Okay. Moins il est élevé, il a besoin des méthodes plus puissantes, en fait. Et du coup, c'est pour ça qu'une partie de ma thèse, une petite partie en collaboration de la thèse, on l'a fait en Hongrie à un laboratoire qui s'appelle Atomki à Debrecen, avec le soutien d'un projet européen qui s'appelle Hyperion. Beaucoup d'acronymes, je le sais. C'est comme ça, c'est la France. J'ai appris, vous devez apprendre. Voilà. Et du coup, parce qu'on avait besoin d'une méthode extrêmement puissante pour détecter les fluors et les mesurer et le doser. Et on a passé une partie de nos échantillons-là avec l'intention de calibrer une méthode qu'on utilise dans les laboratoires, un de mes laboratoires à Bordeaux, parce que ma thèse est aussi en co-direction entre deux universités, pour ajouter la complexité. Tant qu'à faire. Et tant qu'à faire, oui, ça manquait jusqu'à ça. Et du coup, c'est une méthode qui s'appelle la PixPich. Du coup, c'est un faisceau d'ions. En fait, on mesure avec des rayons gamma ces éléments avec des numéros atomiques petits. Okay. Et les méthodes que j'utilise dans mon laboratoire à Bordeaux, Archeosciences, Bordeaux, c'est une méthode qui s'appelle la LIPS, que c'est un laser qui va créer du plasma et qui permet aussi la détection élémentaire. Mais elle détecte, mais elle ne mesure pas la quantité exacte. Du coup, on essaie de faire une sorte de courbe de calibration avec des choses qu'on sait combien de parts par million il y en a, qu'on a fait en Hongrie avec cette collaboration. Et on utilise une méthode portable de la LIPS, qu'on a un laboratoire d'Archeosciences Bordeaux, qui va détecter des pics en fait, de fluor, mais on ne sait pas combien. Du coup, avec les intensités, on essaie de calibrer une intensité avec la LIPS, avec un ppm, on mesure ppm avec la méthode qu'on utilise en Hongrie. Pour essayer d'avoir des quantités approximatives pour essayer de voir si cette méthode, qui est portable, en fait, c'est un des avantages de la LIPS, elle est portable ou portative. Les deux, ça marche. Ouais. Portable. Merci. Et du coup, ça permet de transporter et faire les analyses d'échantillons sur place en fait. Et du coup, ça c'est hyper chouette pour l'anthropologie, pour l'archéologie et dans des sites comme Pompéi ou des sites très importants en archéologie, ça devient de plus en plus difficile de prendre des échantillons ailleurs, de déplacer des échantillons. Du coup, une méthode qui soit nanodestructive, parce que toutes les méthodes que j'utilise sont la PIX en question, la méthode que j'utilise en Hongrie, elle est non destructive. Du coup, ça, c'est un avantage. Et la méthode, la LIPS, c'est une petite pistolet laser, en fait. Et c'est nanodestructif. En fait, je fais un petit trou de maximum 5 nanomètres. Oui. C'est tout petit, en fait, et qui permet la détection élémentaire. Du coup, ça, c'est en partie de l'apport méthodologique de ma thèse, autre que la question sociétale, environnementale et de comprendre la population. Il y a un volet développement méthodologique très important en archéométrie. Ok. Voilà. Et comment tu fais le lien entre justement tout ce qui est fluorose dans cette population, sur ce site en particulier, et justement une extrapolation à comment vivaient les gens, qu'est-ce qui se passait à cette époque-là Il y a plusieurs historiens qui se posent la question si l'aqueduc est arrivé vraiment, si ça marchait. C'est une des questions qu'on a. Est-ce qu'il apportait vraiment de l'eau, en fait? Est-ce que ça apportait... Parce qu'il y a l'infrastructure, mais par exemple, à Cum, il y a des
des historiens qui ne sont pas sûrs qu'il était vraiment en utilisation, en fait. Ok. C'est la première question. Et du coup, si je vois une différence finalement à la période où l'aqueduc était construit, je pourrais apporter un petit peu à l'hypothèse qu'en fait, l'aqueduc, il est bien arrivé, il était bien en fonctionnement. Mais aussi, il est possible que l'aqueduc arrive à Pompéi ou à Naples, dans n'importe quel site en général, et que les gens n'échangent pas leur mode de vie, en fait, parce qu'on est habitué à quelque chose. Il est possible aussi que que je ne pourrais pas apporter à répondre à la question si l'aqueduc fonctionnait ou pas, parce que les gens n'ont pas changé leur mode de vie, mais ça fait partie du questionnement en fait, des hypothèses et d'interprétation de mes résultats qui vont apporter à cette petite partie de l'histoire de savoir en fait s'il y a eu un basculement à un moment donné de l'histoire entre les deuxième et première après, et si on pourrait lier ça à différents modes d'approvisionnement d'eau dans les villes d'Écume et Pompéi. Voilà. Ok. Et la fluoreuse, tu dis que je suppose que ça dépend toujours de la concentration, mais en combien d'années ça se développe, à combien de temps d'exposition, sur une exposition, on va dire, constante, on va dire, s'il n'y a pas d'événement particulier? On peut parler dans l'échelle des années, en fait. Je dis ça, j'extrapole d'informations, en fait, parce que en fait, je vois des traces dans l'os et les os ont des différents... en fait, il y a des os longs, des os courts, des os plats, etc. Ils vont avoir des différents taux de turnover, en fait. Du coup, il y a un moment donné que toutes les cellules de l'os vont être renouvelées. Et du coup, par exemple, les côtes, ça serait dans l'échelle des mois. Et dans les fémurs, du coup, j'étudie des fémurs et des côtes, précisément pour voir si c'est une intoxication très ancienne ou plus ou moins récente. Ouais. Et les fémurs, on va être dans l'échelle des années, en fait, des 10 ans, plus ou moins. Okay. Mais pour la fluorose en tant qu'intoxication, je pense que pour voir des traces, il suffit quelques mois. Pour arriver à des ossifications, ça sera dans l'échelle des années, des 10 ans, quelque chose comme ça. Ok, donc même sur des enfants, en fait, tu peux déjà avoir des traces de modifications osseuses. Je ne le sais pas, parce que dans mon corpus de tests, il n'y a pas des enfants, il n'y a que des adultes, parce que ça, c'est un peu en lien avec les pratiques funéraires. En fait, les enfants, des fois, ils étaient enterrés pas brûlés. Ok. Du coup, pour avoir un corpus de tests plus ou moins cohérent, on a choisi que des individus adultes. Et aussi, précisément, pour contourner un peu la question, parce qu'il y a aussi le développement de l'os, en fait. Quand il n'est pas encore complètement développé, il y a beaucoup d'autres modifications qu'on peut observer. Du coup, à l'état actuel de mes protocoles, c'était mieux de rester sur l'os qui est complètement formé, des individus adultes avec des bonnes caractéristiques pour commencer, et après essayer d'étaler ces informations sur des enfants. Okay. Oui, donc d'avoir un corpus plutôt ou moins homogène pour pouvoir ensuite, une fois que tu as identifié qu'est-ce qui est vraiment les modifications liées aux fleurs, pouvoir l'extrapoler et voir si tu retrouves ces signes-là sur des os différents, genre des personnes très âgées ou des enfants, par exemple. Oui, de voir si une fois que, par exemple, c'est le dosage de fluor qui va être très utile, en fait, parce que vu que l'os de formation des enfants, vu que l'os des enfants, il est toujours en formation, il est possible que je ne vois pas les modifications parce qu'il est en constante turnover. Du coup, c'est le dosage de fluor qui va être peut-être plus judicieux pour étudier des enfants, mais il fallait savoir quelle méthode, comment l'utiliser et à partir de où on peut considérer que c'est une intoxication. Parce que, comme je disais au début, il y a quelques minutes, naturellement, on a les fluors dans l'os. Du coup, on va toujours le détecter. Mais il faut définir les seuils à partir de où on peut le considérer comme une intoxication. Oui, sachant qu'il y en a, comme ils en ont besoin de plus pour faire du turnover quand ils sont petits, il y en a sûrement des taux différents par rapport à l'adulte. Et du coup, il faut tenir compte de ça. Et selon l'âge, il doit y avoir des différences, etc. Oui, j'imagine. Je suppose. C'est des questions. Il y a tellement de questions dans ma tête qu'il y a des choses que sont vraiment en arrière-pensée, vraiment en arrière-plan. Je me dis, ça serait très, très intéressant. Mais il y a un temps défini et c'est bientôt le moment de finir avec ce que j'ai. Et peut-être
pour vous dire, les chapitres perspectives, je pense qu'elle va être bien fournie. De toute façon, on sait très bien qu'une thèse soulève plein d'autres questions derrière encore pour continuer d'avancer. Ouais, c'est ça. La thèse n'est jamais finie. Non. La thèse n'est jamais finie. Bon, la recherche n'est jamais finie. Ouais. La thèse, ça se finit, j'espère. Ça se finit, crois-moi. Ouais, ok. Ça se finit bien, des fois aussi. Des fois, souvent, ça se finit bien. Souvent même. Ouais. T'es en combien d'années là ? 4e année. Ok, tu vas soutenir dans 1 an après. Oui, a priori, à la fin de ma 4e année, je dois soutenir ma thèse. Ouais. Ok. C'est l'idée. En 4 ans, du coup. Et en termes de résultats, t'as quoi pour le moment ? En termes de résultats, je confirme que les individus de CUM... En fait, en termes de résultats de mon protocole, en fait, mes observations paléopathologiques des os, c'est corrèle très bien. C'est corrèle, oui. Ils sont bien corrélés à des dosages de fluor pour les individus avec une suspicion très forte de fluorose. Du coup, ça, c'est bien. C'est surtout sur les sites de CUM. Je vois aussi qu'entre CUM et Pompéi, même les sujets qui sont très élevés pour Pompéi sont moins élevés en fluor qu'à CUM. Du coup, c'est vrai qu'entre les deux sites, il y a des dynamiques, des géochimie et hydrogéochimie très différentes. Maintenant, il faut que je réfléchisse bien à comment interpréter ces résultats ou lancer des différentes possibles interprétations parce que c'est une thèse en anthropologie biologique, que c'est un peu à l'interface entre l'archéologie, l'archéométrie, l'histoire et aussi il y a une importance de la géologie locale. En fait. Du coup, il y a beaucoup de sujets que je dois incorporer à ma thèse, mais je ne suis pas spécialiste en volcanisme non plus. Oui, voilà. Forcément. Ok. Bon, écoutez, ça m'a paru très intéressant, très clair. Est-ce que tu penses qu'on a fait le tour à peu près de l'essentiel de ta thèse ? Oui, je pense, que ça. Je pense que c'était clair aussi que c'est un sujet, je veux dire, à l'interface de beaucoup de choses, mais pluridisciplinaire. Du coup, comme je connais tout, j'ai travaillé en collaboration avec plein de spécialistes en paléopathologie, en chimie, en physique. Et du coup, c'est hyper riche, en fait, et pour apprendre différentes choses, en fait. C'est très enrichissant. Enrichissant, oui. Voilà. C'est toujours difficile. Mais du coup, ça explique aussi beaucoup pourquoi il y a autant de personnes qui sont investies dans cette thèse, pourquoi il y a autant de pays qui sont aussi levés du coup pour ça. Comme je dis, s'il y a plein de disciplines et que chacun a sa spécialité et qu'il faut comparer avec plein d'autres choses et plein d'appareils différents, ça doit être hyper cool d'être dans ce genre de thèse. Et du coup, voilà, j'allais doucement venir sur le fait du coup, tu le vis comment ça écoute, je les vis plus ou moins bien. Il y a des moments très, très stressants parce qu'il faut participer à plusieurs équipes. Les doctorants, au fur et à mesure la recherche avance, on commence à participer dans les différentes équipes. Mais c'est vrai que moi, depuis le jour 1 de ma thèse, j'étais parmi 2 laboratoires, une institution différente qui me finançait, des projets, des recherches archéologiques qui non seulement me fournissaient des échantillons, mais me faisaient partie de leur équipe de recherche. Et du coup, ça demande, je pense, un travail d'organisation différent, en fait, parce qu'il faut répondre à différents interlocuteurs. Il y a beaucoup de diplomatie aussi, parce qu'il y a des moments que, en fait, il y a les rushs d'avoir un résultat hyper cool, mais tu as envie de dire à tout le monde, en fait, j'ai trouvé ça, mais bon, tu prends des reculs, tu es obligé à prendre les reculs plus rapidement, en fait, de faire les reflets, de prendre les reculs, parce qu'il faut dire, avant de me lancer sur ça, peut-être il faut que je parle avec l'autre spécialiste, qui peut-être me va dire qu'en fait mes résultats ne sont pas comme ça, en fait. Du coup, il y a cette démarche de prendre les reculs en constance et en même temps interagir avec tout le monde, que tout le monde soit plus ou moins d'accord et tout le monde soit informé aussi, parce que c'est mon travail de thèse, certes, mais c'est un travail en collaboration avec plusieurs chercheurs et plusieurs institutions, et il faut que tout le monde soit informé. Voilà. Du coup, du stress, mais de l'organisation. Moi, j'adore l'organisation. Moi, les fichiers Excel, etc., c'est un truc qui me plaît énormément. J'ai fait un Excel pour l'organisation du Nouvel An demain. Ah oui. Pour qui participe, qui ramène quoi. Parce qu'on fait une raclette, donc il y a une colonne fromage, il y a une colonne charcuterie. Ouais, c'est très important. Voilà. Moi, j'adore l'organisation. Ça m'a pas choquée, en fait.
Et en fait, j'ai mobilisé plein des autres choses que j'avais appris au cours de mon parcours avant de venir en France. En fait, j'avais eu plein des autres expériences de travail avant de reprendre mes études. Et tout a servi finalement. En fait. T'as fait quoi avant ? Je fais ma licence au Pérou il y a longtemps en archéologie. Ok. Je viens de Pérou, les petits accents, si vous l'entendez. Pas du tout. Et les problèmes de prononciation pour des mots compliqués. Oui, mais ça... C'est le français. Hein, voilà. Et du coup, j'ai fait ma licence à Cusco en archéologie précolombienne. Après, je fais quelques travaux en archéologie préventive, archéologie des recherches. J'étais ensuite, je fais mon CV vite fait, hein, j'étais assistante de laboratoire d'anthropologie physique au ministère de la Culture à Cusco. C'est là que j'étais sûre que je voulais continuer sur l'étude des restes humains. Et après, j'étais à la direction nationale des musées à Lima, où j'étais responsable des évaluations des dossiers pour les transferts temporaires des biens du patrimoine culturel péruvien pour des expositions internationales et nationales. Et c'est là que la diplomatie et l'organisation, je l'ai appris. Tu m'étonnes. Ouais. Ah oui, ça fait parcours déjà. T'as eu 26 vies. Pour l'instant, 15. Putain, ça te fait rentrer tout ça. Et après, du coup, tu t'as repris des études pour faire un master et pour faire une thèse. Oui, et après, j'étais persuadée que je voulais faire l'anthropologie. Parce que ce travail à la direction des musées était hyper cool, mais c'était l'administratif. Ouais. C'était pas la recherche. Ouais. Et j'étais persuadée que je voulais faire la recherche. Du coup, j'ai décidé de venir en France, faire un master en anthropologie, ensuite faire un deuxième master en archéométrie. Ça explique pourquoi la thèse a besoin de ces deux compétences que, heureusement, je les avais acquis. Et voilà. Et du coup, l'Italie, c'était toujours une passion pour moi. Du coup, quand les sujets m'étaient proposés, j'ai sauté sur l'occasion parce que tu m'étonnes, l'Italie, c'est un rêve aussi. L'Italie, c'est super. La période antique, moi, j'adore aussi. C'est vraiment... C'est incroyable. L'opportunité de travailler avec des équipes italiennes, c'était aussi pour moi une opportunité de réapprendre l'italien, d'apprendre une autre langue. Il y avait que de plus dans cette opportunité. Au Pérou, on parle quelle langue ? Espagnol. Espagnol, donc tu parles espagnol, français, anglais et italien ? Oui. Super. Moyennement. Juste. Tous les langues un peu moyennement, mais j'arrive à me faire comprendre. J'espère. Tu parles très bien français. Hein. Oui, tu te fais comprendre en français. L'espagnol, c'est la langue natale. Ouais. Je perds un peu parce que je parle pas tous les jours espagnol. Mais ça revient vite en général. Les langues maternelles, elles reviennent quand même assez vite, ce qu'on m'a dit. Ouais. Mais on a parlé du début des sujets de thèse, mais on n'a pas parlé de la fin. Parce que le titre de ma thèse est quand même long. On a obligé la cotoxicologie historique. Vas-y. Ah oui, tout à fait, oui. Ouais. Vous posez la question. Vas-y. Écoute, on va parler du coup du côté écotoxicologie historique de cette thèse. Alors, qu'est-ce qu'on entend par écotoxicologie ? C'est du coup des toxines qui viendraient plutôt de matériaux ou de la nature, ou c'est plutôt la manière dont on contamine notre espace écologique ? En fait, l'écotoxicologie, c'est une discipline qui existe dans les disciplines actuelles, en fait, des recherches. Et du coup, ils cherchent à comprendre comment se fait les transferts de polluants dans les milieux, depuis les milieux naturels jusqu'à des communautés vivantes, en fait. Et du coup, l'écotoxicologie comme discipline existe. Et ce que ma thèse veut chercher, c'est la partie un peu novatrice de ma recherche, c'est développer un champ de recherche qui s'appellerait l'écotoxicologie historique, c'est-à-dire appliquer certaines méthodes et des concepts de l'écotoxicologie actuelle pour comprendre des périodes historiques. Donc, la même chose, en fait, de comprendre comment tracer de où ça viendrait un polluant et comment il va agir sur des communautés vivantes, en fait. C'est plus ou moins l'idée, mais c'est un champ disciplinaire qui n'existait pas formellement, en fait. C'est pour ça que c'est un cas d'école pour l'écotoxicologie historique qu'on essaye de développer, pas de rien, parce qu'il y a des gens qui font des recherches similaires qui ne l'appellent pas écotoxicologie, ou c'est plutôt dans les pollutions ou la toxicologie ancienne, etc. Mais en fait, mes directeurs, quand on pensait à ces sujets,
ils ont vu un potentiel de parler de l'écotoxicologie précisément parce que le fluor a une importance dans les milieux. Il est présent parce que la géologie et l'environnement est propice à ça. Voilà. C'est pour ça. Je voulais pas l'oublier de dire. Non, mais t'as bien fait. Écoute, ça, en fait, ça me paraissait assez clair, mais je pense effectivement qu'on a failli passer à côté de certaines définitions importantes dessus. Moi, j'y voyais vraiment ça comme du coup une sorte de classification historique des maladies qui ont pu toucher plusieurs parties du globe, et pour que ça puisse nous servir déjà de repère, mais en plus de connaissances pour le futur. Effectivement, tu vas là se dire que sur les pourtours des volcans, des maladies comme la fluorose est hyper présente parce qu'il y a ça, etc. Et on le sait déjà depuis le cas de Pompéi, quoi. Ouais. C'est intéressant de voir comment c'était dans le passé parce que c'est quelque chose que c'est toujours important dans les santé publiques actuelles. On ne connaît pas forcément comment ça agissait avant et en fait, voir les traces sur le os, peut-être ça peut être plus parlant que des fois voir des radiographies ou c'est difficile à comprendre qu'est-ce qui se passe en fait, de voir des radiographies des personnes actuelles qui souffrent de cette maladie. Peut-être voir les traces sur l'os d'une personne qui a vécu il y a une centaine d'années, en fait, je pense qu'il y a un apport de l'archéologie qui des fois est un peu négligé dans la société actuelle. Et c'est bien d'essayer de faire le lien entre l'actuel, le passé et comment on peut mieux comprendre, en fait. C'est qu'on peut apporter, nous, en tant que spécialistes des sciences qui touchent au passé, en fait, c'est de mieux comprendre et voir comment on peut agir. Voilà. Ça m'a fait penser à un autre truc, du coup. Est-ce qu'à cette époque-là, les époques que tu étudies sur tes terrains, tu as d'autres polluants que tu identifies qui auraient pu accentuer ou modifier cette intoxication, cette fluorose, des choses que tu pourrais, d'autres éléments chimiques? Il n'y a pas des autres que j'ai identifiés. Il y a des autres qui sont connus. Par exemple, je pense qu'on a tous entendu parler de l'intoxication au plomb pendant l'époque romaine. C'est pas quelque chose que j'étudie pour le moment, mais on sait que c'était possible que ça existait. Il y a pas, au contraire que la fluorose, malheureusement, l'intoxication au plomb ne laisse pas de traces sur l'os. Du coup, c'est pas quelque chose que je pourrais observer directement sur l'os. Oui, parce que par exemple, je pense au niveau santé publique, de se dire que aujourd'hui, quand t'es pas complètement sûr que le diagnostic c'est lié à tel polluant, telle toxine, etc., comparé à ce qui a été fait avant et à quel type de polluant qu'elle était exposée telle population et tel type de maladie développée, ça peut être justement très important, très intéressant de se dire, du coup, on sait, on est quasiment sûr que ce soit cet élément chimique qui provoque ça, parce qu'il y a 2000 ans, il s'est passé des choses similaires et ils n'avaient pas les autres polluants que nous on a aujourd'hui, par exemple. Cette comparaison de niveau de pollution sur différents sites, ça peut être intéressant, sans doute. C'est une piste pour des recherches en anthropo, en toxicologie, etc. Et j'espère que... Je pense que mon travail va porter un petit peu à des réflexions qui vont autour de ces champs disciplinaires de l'écotoxicologie historique, en fait, de comprendre mieux et aussi de voir qui agit sur quoi. Et bon, ça, c'est un énorme champ de recherche, en fait. Moi, je fais juste un petit exemple que c'est déjà énorme, en fait, mais c'est super intéressant. Mais c'est sûr qu'on peut ça peut amener à 1000 choses, à 1000 types de recherches, oui. Toujours. Ouais. Ça, tu creuses, toi, t'as un tout mini truc, t'as une nanoparticule là, et t'as des milliers de choses autour. T'as des milliers d'opportunités de décider, en fait. Et je pense que c'est une des difficultés des thésards, en fait. Des fois, je sais pas si ça arrive à tout le monde, mais des fois, moi, je me perds dans mes idées et j'ai tellement envie de faire tellement de choses en lien, mais il me faut toujours le petit rappel de dire, bon, en fait, ça, peut-être après, mais là, t'as pas le temps. T'as pas le temps et il faut peut-être finir cette réflexion ou boucler un peu cette idée pour ensuite attaquer des autres fronts de guerre. C'est ça. Moi, j'ai plus de questions. Moi non plus. J'ai l'impression qu'on a bien fait le tour.
Est-ce que tu as des choses à rajouter? Est-ce que... Non, je pense que... J'espère que j'étais claire, en fait. Moi, je trouve ça très clair. Bah Voilà. écoutez, on va résumer ça alors. Voilà. Vas-y. C'est l'interro de Robin. Jingle. C'est l'interro de Robin. Bon. Moi, de ce que j'ai compris, ce que tu cherches à faire avec ta thèse, c'est déjà étudier une maladie qui est spécifique à un lieu bien précis, qui est donc du coup les pourtours du Vésuve et de ce volcan-là en Italie. Oui. Afin du coup déjà de mieux la connaître, mais aussi de pouvoir ouvrir une nouvelle on va dire entre guillemets une nouvelle filière dans les connaissances des maladies, qui est du coup les écotoxicologies, enfin l'écotoxicologie, et de créer cette branche historique de connaissances des maladies. Écotoxicologie, j'ai un peu du mal à le vulgariser, mais je sais pas si on peut vraiment vulgariser ça. Bah, c'est des maladies qui se développent en lien avec la Pollution, par exemple. Oui, par exemple. Ouais. C'est en lien avec la pollution et ça peut créer des maladies. Voilà. Ok. Voilà, je sais pas si j'ai oublié un truc dans mon résumé. Non, je pense que c'est... Voilà. C'est bien, C'est validé. je pense. Je vais avoir 14. Moi, j'aurais dit fluor quand même. Ouais. Juste prononcer le mot fluor. Ouais, mais c'était pour Généraliser. régénéraliser un peu le truc. Mais effectivement, on est... Parce qu'après, du coup, sinon je dis vraiment la fluorose. Oui, et mais le après, fluor. la fluorose, si tu sais pas ce que ça veut dire fluorose... Ouais. Ouais, le fluor, ok. Moi, quand j'ai lu fluorose, avant qu'elle dise fluor, j'étais là. C'est quoi la fluorose? Ok, bah j'aurai 14, c'est pas grave, c'est une bonne note Ouais, déjà. D'accord. Peut-être 14,5. Oh, c'est gentil. Pour la présentation. T'as un point pour l'encre. Eh ben, super. Ben, merci beaucoup, Elisa, d'être venue nous présenter ta thèse. Bah de rien, avec plaisir. On va se faire un petit tour de table pour des recommandations culturelles. Parfait. Allons-y. Voilà, je sais pas si tu as quelque chose en particulier à nous recommander. J'ai plusieurs recommandations. On n'a pas recommencé. J'ai une liste de 10 pages. En fait, en lien avec ma thèse, je pensais à des choses que j'ai beaucoup aimées pendant ces moments où, en tant que thésard, tu dis en fait il faut que je fasse une autre chose, mais tu n'as pas envie vraiment de déconnecter. Tu as regardé le film Pompéi. Oui, non, il y a un film qui s'appelle Dark Waters, qui est sorti en 2019. Ça me tient, ça. Et du coup, ça traite un peu sur une affaire dans un petit village aux États-Unis où les gens sont surtout, il y a des vaches en fait qui commencent à décéder. Et du coup, les fermiers sont inquiets et demandent à un avocat qui travaille dans l'industrie, dans la partie chimique en fait, de les aider parce qu'ils sont persuadés que c'est à cause de la présence d'une usine en fait. Au fur et à mesure des films, cet avocat prend les sujets et ça s'avère que c'est une pollution en effet chimique en lien avec une molécule, un dérivé de fluor en fait, une sorte de polymère ou quelque chose comme ça, qui s'utilise pour les poêles en fait, contre l'adhésion en fait. Et du coup, ça m'a beaucoup plu en fait parce que ça traite un peu le sujet de ma thèse, du point de vue d'une intoxication chimique en fait, d'une pollution chimique, que c'est pas le cas de ce que j'étudie, mais on voit comment ça affecte en fait sur la population et ça m'a en fait, ça m'avait servi aussi à pas perdre cette idée il faut toujours penser à comment ça pourrait être en lien avec le présent. Et du coup, ça m'a beaucoup plu. Et voilà, ça pour un film intéressant. Et oui, je ne vais pas recommander un documentaire des Pompéi parce que je pense que ça va, les gens connaissent un peu pour l'histoire de Pompéi, mais cependant, sur Arte, il y a une série de documentaires sur les volcans et les populations. Okay. Et le 4 janvier 2023, il sortira l'épisode sur les volcans à Naples. Ah. Et du coup, je pense, je ne l'ai pas vu, évidemment, parce que voilà. Pas encore sorti. Mais j'ai hâte de voir. Et cette mini-série de documentaires d'Arte sur les volcans, c'est Des volcans et d'hommes, en fait, ça s'appelle. C'est hyper chouette, en fait. Des volcans et des hommes? Oui, Des volcans et des hommes, ouais, Okay. exactement.
Et c'est hyper chouette. En plus, il y a un épisode sur un volcan au Pérou. Ah, Comme par hasard. Comme par hasard, voilà. comme quoi tout se rejoint. Exactement. Des volcans et des âmes. Ok, très bien. Ça me fait penser de Dark Waters. Je sais plus si c'est vraiment exactement lien ou pas, mais il y a le film avec Julia Roberts, Erin Brockovich. Je sais pas si tu l'as vu. Non. Mais c'est un peu pareil, je crois, il me semble. Mais faudrait que je le revoie. Mais de mémoire, il me semble que c'est l'histoire d'une dame qui, en gros, essaye de rechercher plein de témoignages et plein de personnes pour des histoires de contamination, etc. Et qui est en fait une grosse pression de lobby qui font qu'ils veulent lui mettre des bâtons dans les roues parce que déjà c'est une femme et que elle veut travailler sur un truc qui les embête un peu, et c'est tout ce combat-là. Ouais. C'est comme ça, je pense que ça te plairait bien. Ouais, Comme ça, film. ça me dit quelque chose le film, mais je me souvenais pas si c'était un lien avec une pollution ou quoi que ce soit. Mais Je sais plus trop si ça, mais il faudra le revoir parce que je pense que je l'ai vu il y a longtemps. je vais rechercher le synopsis en attendant que Laura nous donne sa recommandation. Alors, moi, j'en ai plusieurs, mais j'en ai aucune, mais vraiment aucune, qui a un petit lien de près ou de loin avec, Avec la tête. l'écotoxicologie. Vraiment, rien. Du coup, lequel je prends? Non, sachant que Loïc, dans ma liste, il y en a que Loïc il m'a dit qu'il voulait mettre quand lui il passera. Donc, j'ai pas le Ok. droit de l'utiliser. Bah donc oui, mais c'est non. super. Voilà, Bon, pour, mon mec, il me prend des recos, en fait. Oui, voilà. Il les garde pour lui. Du coup... Quoi faire? Si, une série que j'aime bien en ce moment, c'est un animé japonais qui s'appelle Psycho-Pass. Psychopath. Ou Psycho-Pass, enfin, vous le prononcez comme vous voulez. Psychopathe. Voilà. Et en gros, c'est pas un shonen, donc pour ceux qui en ont marre des shonen, c'est bien, parce qu'on a grandi en fait. Hein. Voilà. Donc One Piece, c'est sympa, mais Ouais. c'est bien de temps en temps de pas faire que des shonen. Ouais. Et Psycho-Pass, c'est de la science-fiction. Et en gros, le pitch du truc, c'est qu'on est dans une société où on a une intelligence artificielle qui permet de détecter si les gens ont un potentiel criminel Ok. en eux. Et donc, il y a des contrôles de police qui sont faits dans la rue de façon aléatoire tout le temps, ou même dans les entreprises, etc., pour vérifier que les gens ne dépassent pas ce seuil critique Ouais. de criminalité. Donc, il y a les criminels dormants, c'est ceux qui sont dans une teinte particulière, mais qui n'ont jamais commis d'acte Ouais. criminel. Et il y a ceux qui sont effectivement des criminels. Et donc, tout le truc repose sur une unité spéciale qui est composée de criminels dormants et de policiers qui, du coup, sont habilités à neutraliser et tuer et mettre en les personnes qui sont des criminels. Voilà. Et en fait, comme Ok. tout ça, c'est géré par une intelligence artificielle, donc leurs flingues, ils ne matchent que si la couleur du pass de ces personnes est dans la teinte criminelle. Et ben du coup, c'est tout ce truc de compréhension de comment fonctionne cette société et de comment est-ce que certains criminels sont détectés, pas détectés, etc. Et à quel point c'est fiable, pas fiable, etc. Et ça, c'est tout ce truc-là de science-fiction qui est hyper intéressant. Et l'animé est très bien. Ouais. Voilà. Voilà. Donc moi, L'intelligence artificielle. Voilà. Et si ça bug le système, ça. Ah ça- bah, ça- c'est un peu toutes les questions qui se posent dans Ah oui, cet c'est animé. c'est intéressant. Et voilà, c'est dispo sur Netflix. Donc je regarde en ce moment. Psychopathe. Ou psychopathe. Psychopass. Parce que c'est le pass. Ah, du coup, c'est le pass. Ah, Voilà, oui. parce qu'ils ont un pass de couleur en ouais. lien avec leur. Passe psychopathe, du coup. Voilà. Ah ouais. J'avais pas Jeu de compris les mots jeux de mots. incroyable. Et pourtant, j'adore les jeux de mots. Ah, nous, on bah adore alors là, tu sais à qui tu parles ici. On est férus de jeux de mots. Est-ce que tu as retrouvé ta reco? Ouais, j'ai trouvé une reco. Alors du coup, je vous confirme bien que Erin Brockovich parle du coup de la pollution des eaux potables à Hinckley. Ok. Voilà, je me suis bien pas planté, j'ai eu peur. Et sachant que du coup, c'est basé sur une histoire vraie. Erin Brockovich a vraiment existé. Mm. Et moi, je vais vous recommander un film que j'ai fini il y a pas longtemps. Parce que je l'avais commencé, mais j'étais un peu KO parce que c'est les soirs où je me dis ouais, je vais me faire 2 films dans la soirée, alors que pas du tout, c'est pas une bonne idée. Ça s'appelle Colorful. C'est un animé, du coup, tu m'y as fait penser là en recommandant un animé. Et en fait, c'est sur l'histoire d'un esprit à qui on donne une seconde chance et qu'on renvoie du coup sur Terre. Ok. Et qui doit faire ses preuves. Il reprend naissance dans le corps d'un ado de 3e, en gros. Et donc c'est c'est des thématiques un peu lourdes. Alors on va mettre des bons gros trigger warning sur ce truc-là, parce que ça parle de TS, donc de tentative de suicide. Ça parle de l'adolescence, ça parle de toutes ces problématiques-là. Il y a même des choses que j'ai pas vu venir et où j'ai fait vraiment là dans ce film-là. En plus, on rajoute cette couche-là, bon, ben, très bien.
Et voilà, si je vous lis le synopsis, ça donne: un esprit gagne une deuxième chance à vivre à condition d'apprendre de ses erreurs. Il renaît dans le corps de Makoto, un élève de 3e qui vient de mettre fin à ses jours. L'esprit doit endurer la vie quotidienne de cet adolescent mal dans sa peau. Avançant à tâtons, s'efforçant de ne pas reproduire les fautes de Makoto, il va finalement découvrir la vérité qui va bouleverser son existence. Oula. C'est deep un peu. C'est colorful. Colorful, ouais. C'est Et ça. je suis toujours très très fan de films de cinéma d'animation en général. Et c'est vrai que ce dernier m'a fait... Je l'ai trouvé très, très intéressant, hyper bien fait. Et on ne s'attend pas à grand chose. On vit vraiment... C'est vraiment des moments de vie. Et c'est tout ce que j'aime en ce moment dans les mangas ou dans l'animation. Et il y a ce tout petit truc de surnaturel qui est hyper bien amené en plus, que j'aime beaucoup. Ouais. En parlant de films d'animation, Ouais. et c'est un peu mainstream, mais le nouveau film de Pinocchio De Del Toro. Del Toro, il est J'ai pas vu encore. il ouais. est très Pas bien. vu. L'animation, elle est belle, et bon, l'histoire de Pinocchio, elle est belle. Ouais. Ça avait l'air un peu deep aussi, ouais, sa version à Ah Del ouais. Toro. Après, c'est Mais Del en Toro. fait, la vraie histoire la vraie histoire. Oui, voilà, j'ai fait. Let's go. Let's go pour un fragnol, une petite 5 minutes de fragnol. Mais la vraie histoire de Pinocchio, il est vraiment, c'est pas les contes de fées qu'on est habitué en fait. Et bien sûr. Elle est puissante. Ouais, c'est pas édulcoré par Disney. Ah Ouais, oui, bah. exactement. Et en même temps, est-ce que c'est pas plus mal aussi des fois pour montrer ça à des enfants? Oui, Oui, on oui, va oui. dire. Oui. Oui et non. Oui, non, mais dans La Belle et la Bête, elle se fait bien violer. Allez, on arrête le film, ça suffit. Allez, les enfants, c'est l'heure de se Allez, les coucher. enfants, voilà. Hein. Mais voilà, mais super. Bah, écoute, je te remercie encore une fois. Merci Elisa d'être venue Mais avec nous présenter plaisir, ta thèse et merci en à parler. vous de m'avoir accueilli. Pas Et, de souci. Pas de souci. Et voilà, si vous avez aimé cet épisode, mais qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors, si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de streaming de podcasts, dont Ocha, Apple Podcast, Deezer, Spotify, enfin, même vos applis de podcast, n'importe lesquelles. Même Google Podcast. Peut-être, sûrement. Si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et à mettre des commentaires sur les plateformes qui le permettent. Vous pouvez aussi nous retrouver sur tous les autres podcasts de la radio Audio Mouri, dont Ouais. Toujours dans les bons coups, qui parle de sexe et de sexualité, et aussi Divine Féminine, dont l'épisode final va sortir bientôt, parce que Robin l'a dit. Peut-être final. Pas le final, Ok, la bon, suite. la suite va sortir bientôt. De toute façon, il va écrire toute sa vie, donc voilà. Non, je m'arrête à un certain moment, j'ai dit. D'accord. Ah, je l'ai peut-être pas dit dans le podcast. Bon, je le dirai une autre fois. Voilà. Bon, tu vas t'arrêter à un moment donné. Mais Oui. pour le moment, il y a un épisode de Divine Féminine qui va enfin sortir et voir le jour bientôt. Ou qui est sorti, parce que je pense que cet épisode va être diffusé dans très longtemps. Donc, Peut-être. Je n'ai pas de notion de temps, en fait, là, quand je parle. Et vous pouvez aussi retrouver Parlons Sensibilité, qui est le podcast de Jean et Lucille, qui est hébergé chez Audio Mouri. chez nous, ouais, tout à fait. Voilà. Et Voilà. c'est tout. Mais n'hésitez pas à vous abonner sur toutes les plateformes, Oui. à Et nous rejoindre. sur le Discord et sur le Instagram. Tout à fait. Le Discord qui est disponible sur le Instagram, d'ailleurs, si vous voulez Ouais. le retrouver. Et le Instagram, c'est taisez-vous avec thèse, underscore et underscore vous. Que vous pouvez retrouver dans la description de cet épisode. Oui, aussi. 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 Tout est bouclé, en fait. Voilà, tout est bien fait, tout est propre et bien organisé. Voilà. Voilà. Et bien, écoutez, il ne nous reste plus qu'à nous dire une bonne journée, une bonne soirée à vous. Oui, Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Taisez-vous. taisez-vous. Allez, bonne soirée. Salut.